7 février 2022 ouverte et je vais céder la parole à notre greffier Arnaud Saint-Laurent pour nous guider dans cette assemblée. Merci. En 10.01, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 février 2022 avec le retrait de l'objet 30.03. Proposeur appuyable. Je propose M. Saint-Laurent et je serai appuyé de M. Jocelyn Posé. C'est adopté. 10.02. Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 6 décembre 2021. Je le propose appuyé par Mme Dominique Olivier. C'est adopté. 10.03. Point d'information des conseillers. Oui, bien, tout d'abord, avant le point d'information des conseillers, je vais peut-être simplement souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous écoutent en web diffusion à la maison. Nous sommes en vidéoconférence depuis bientôt 24 mois. C'est au mois d'avril, si ma mémoire est bonne, 2020 que nous avons commencé. Alors, on se rapproche définitivement du 2 ans avec un petit intermède en décembre où nous étions en personne. Alors, je vais quand même vous présenter, comme toujours, les personnes qui vous représentent. Même si nous sommes à domicile, nous sommes toujours présents à continuer la démocratie municipale de nos maisons. Alors, je vous présente vos élus. D'ouest en est et du nord au sud, tout d'abord, Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard. La caméra ne va pas sur elle, alors je vais continuer. Erika Neus, conseillère du district Étienne-les-Marteaux. Jocelyn Posé, conseiller du district de Marie-Victorin. Dominique Olivier, conseillère du district du Vieux-Rosemont. Et je vais laisser, comme toujours, M. Lafond, directeur de l'arrondissement, présenter l'équipe administrative de direction de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis accompagné de Mme Simone Bonenfant, directrice aux relations avec les citoyens, services administratifs et greffes. M. Martin Savaria, directeur à Culture, Sport, Loisirs et Développement social. Bonsoir. Mme Guylaine Désiel, directrice au développement du territoire et des études techniques. Bonsoir à tous, à toutes. Mme Catherine Rousseau, directrice à l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage. Bonsoir. M. Hugo Napper, directeur des travaux publics. Bonsoir. Ainsi que Arnaud Saint-Laurent, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci, M. Lafond. Alors, je vais laisser la parole à mes collègues pour commencer et je dirai peut-être un petit mot à la fin. Je commencerai peut-être dans l'ordre inverse où j'ai nommé tout le monde en laissant la parole tout d'abord à Mme Dominique Olivier, conseillère du Vieux-Rosemont. Alors, pardon, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de nous écouter. Ça nous fait plaisir d'être parmi vous, même si c'est à distance. On aurait encore mieux aimé pouvoir vous voir. Mais je voulais ce soir prendre quelques minutes pour vous entretenir d'un sujet qui est cher à mon cœur. Comme vous le savez, c'est la participation citoyenne. Nous avions mis comme équipe cela au cœur de notre engagement et je veux vous dire que malgré le fait qu'on est à distance, nous avons déjà été en mesure de commencer à rencontrer nos citoyens, que ce soit nos commerçants, avec la rencontre de la SDC Masson pour déjà commencer à mettre l'intelligence collective au service de notre projet du printemps prochain ou encore les citoyennes et citoyennes qui portent à bout de bras les projets de participation citoyenne et vous dire que votre équipe est toujours là pour vous. Ça nous fait vraiment plaisir de construire le Rosemont de demain avec le Rosemont Petite Patrie de demain avec vous et pour vous finalement. Et peut-être d'avoir une petite pensée en terminant pour tous nos commerçants et encourager les Rose-Patriennes et les Rose-Patriens à consommer local pour pouvoir favoriser rapidement une relance inclusive pour tous nos concitoyennes et tous nos concitoyens. Merci. Monsieur Posé, je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à toutes et tous de la maison qui nous regardez si fidèlement.
depuis maintenant, comme disait M. Limoges, près de 24 mois. Alors, on dit toujours qu'on peut se souhaiter bonne et heureuse année jusqu'en février à chaque année. Alors, je vais me permettre de vous la souhaiter bonne et heureuse, malgré le contexte dans lequel on est toutes et tous plongés. Donc, évidemment, d'abord et avant tout, sous le signe de la santé, mais j'aurais envie de vous dire également sous le signe de la solidarité collective, mais surtout de la bienveillance, je pense, dont on a toutes et tous bien besoin. Alors, ce soir, évidemment, comme à l'habitude, on va voter de nombreux dossiers. Et au nombre de ceux qu'on va vous présenter ce soir, il y en a un qui me rend particulièrement fier. C'est le dossier où on va contribuer concrètement à soutenir l'organisme qui s'appelle Célébration Hockey Caroline Ouellette. C'est pour un tournoi de hockey féminin qui s'est tenu chez nous dans Rosemont en décembre dernier à l'aréna Étienne Desmarteaux. Pourquoi ce dossier-là, plus qu'un autre? Bien, écoutez, c'est un soutien qui va exactement dans le sens d'une valeur qui est importante pour notre administration, tant locale que montréalaise, c'est-à-dire le fait d'accroître la participation féminine dans la pratique du loisir sportif et du loisir physique, notamment par une hausse de l'offre de services qui est destinée aux filles, quel que soit leur âge. Alors, l'événement qui est organisé par Caroline Ouellette à l'Aréna Étienne Desmarteaux offrait justement l'opportunité à des filles âgées de 5 à 12 ans, dans pas moins, ça c'est assez impressionnant, de 54 équipes. Donc, ce qui leur était offert, c'est de prendre part à un tournoi avec plusieurs matchs de hockey pour leur offrir des modèles de réussite à la fois académique, mais aussi athlétique, et leur permettre de rencontrer et d'apprendre du vécu des Olympiennes, mais aussi des membres des Canadiennes de Montréal. Et peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne le savent peut-être pas, qui est Caroline Ouellette? Bien, elle est quadruple médaillée d'or en hockey sur glace féminin aux Jeux olympiques. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme feuille de route. Et ce qui fait la beauté de la chose pour nous ce soir, ben, c'est qu'elle est native de l'Est de Rosemont, dans notre beau district de Marie-Victorin, ce qui nous rend évidemment toutes et tous très fiers. Et en parlant des Jeux olympiques, ben, j'en profite pour féliciter publiquement Caroline Ouellette, qui a été invitée à se joindre à l'équipe de Radio-Canada Sport pour couvrir le hockey féminin pendant les Jeux olympiques qui se déroulent actuellement à Pékin. Alors, je pense que c'est un exploit qui valait quand même la peine d'être souligné. Alors, bref, un énorme merci à vous, Mme Caroline Ouellette, d'être un modèle aussi engagé et inspirant pour les jeunes filles montréalaises et québécoises, quel que soit leur âge. Et surtout, j'ai envie de vous dire merci de faire rayonner jusqu'en Chine notre belle Est de Rosemont. Merci beaucoup. Je laisserai maintenant la parole à Mme Erika Nius. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Salutations à tous les citoyens et citoyennes de Rosemont, la petite patrie, tout spécialement aux citoyens d'Étienne Desmarteaux. J'espère que vous vous portez bien, malgré les circonstances. Aujourd'hui, je veux prendre un petit moment pour souligner une semaine importante au mois de février, qui est la semaine les journées de la persévérance scolaire cette année qui auront lieu du 14 au 18 février. Il nous fait plaisir, les élus de Rosemont-la-Petite-Patrie, de déposer aujourd'hui une déclaration pour proclamer cette semaine célébrée à travers tout l'arrondissement. Je vais en profiter aussi pour en parler aux plus jeunes, à ceux qui sont peut-être devant leur ordinateur en train d'étudier leur examen de mathématiques ou à réviser leur grammaire. Je vais prendre le temps de vous saluer puis de souligner la résilience, la force que vous avez eue de passer d'un mode où vous aviez l'habitude de voir vos amis à un mode où vous les voyez à travers Messenger. Donc, je voulais prendre le temps de souligner votre persévérance, votre résilience et la bienveillance que vous êtes portés l'un à l'autre. Donc, en espérant que nous, les élus, on puisse jouer un rôle qui puisse vous accompagner dans votre quotidien puis dans votre environnement. Donc, je tiens à souhaiter à tous les jeunes une bonne semaine, de bonnes journées de la persévérance scolaire. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, je vais céder la parole à Mme Josefina Blanco.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Pour ma part, ce soir, je voulais avoir un mot en lien avec mon double chapeau en tant que conseillère de ville du district de Saint-Édouard, ainsi que membre au comité exécutif responsable, entre autres, du dossier de l'itinérance. Vous le savez, à chaque hiver, il y a des plans de mesures hivernales qui se mettent en place. Cette année, ce n'est pas l'exception. Mais de plus, il a fallu qu'on s'adapte avec tous nos partenaires. Ces plans, il faut le dire toujours et les rappeler, sont mis en place par la santé publique, les réseaux de la santé, la Ville de Montréal, les organismes communautaires. Ce sont des plans travaillés vraiment en partenariat avec chacune et chacune, avec ses responsabilités. La complexité cette année, ça a été l'arrivée de le variant Omicron qui a fait en sorte que tous ces partenaires doivent s'adapter et répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, les plus démunies. Donc, c'est à cet égard qu'avec les CCMU, les centres de coordination des mesures d'urgence et tous les partenaires dont je parlais tout à l'heure, il a fallu ouvrir d'autres services, d'autres haltes chaleur. Et ça a été le cas dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ainsi que dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, c'est à la fin de la semaine du mois de janvier, si je ne me trompe pas, 23 janvier pour être plus précise, que nous avons ouvert une halte chaleur à l'église Saint-Arsène, au sous-sol, au coin de Bélanger et Christophe Colomb. Ouvrir des haltes chaleur, ça permet aux personnes en situation d'itinérance, d'aller pouvoir trouver du répit, de pouvoir être au chaud, de pouvoir se reposer, d'avoir un repas chaud ou tout simplement avoir accès à des services de base comme l'accès à des toilettes. Donc, ce projet est mis en place grâce aussi aux intervenants qui sont sur place de la Société du développement social. Il y a une cinquantaine de places pour les personnes en situation d'itinérance. La halte chaleur va être ouverte jusqu'au 21 mars en principe. Et je tenais à remercier tous les partenaires, remercier l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie qui a été évidemment un joueur qui a facilité aussi la mise en œuvre. Mais je tenais aussi à nommer puis à saluer les citoyens et citoyennes qui m'ont contacté, préoccupés, solidaires pour soulever la question et pour demander, Josefina, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc, j'ai pris le temps de parler avec chacune de ces personnes, puis les mettre à jour sur les mesures qui étaient en train de se mettre en place. Donc, ce soir, je voulais quand même souligner l'ouverture de cette halte chaleur dans notre arrondissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Blanco. Alors, si vous permettez, je prends la parole à mon tour pour un court moment. J'ai deux sujets à aborder avec vous. Le premier, j'essaie de faire en sorte qu'on voit mon visage au complet. Je suis dans un nouveau décor et j'ajuste la vidéoconférence. Excusez-moi. Alors, passer du plus terre à terre peut-être pour aller vers quelque chose d'aussi inspirant, mais à un autre niveau. D'abord, je veux simplement rappeler, nous sommes en période de chargement. Nos équipes sont à pied d'œuvre, mais je voudrais saluer l'ensemble de nos employés qui travaillent sur le chargement et le déneigement en ce moment parce qu'on a un hiver particulièrement difficile. Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Et cet hiver, on a un mélange de très grand froid et de précipitations assez rapides qui arrivent assez soudainement. Et tout ça demande une grande coordination, un grand branle-bas de combat parce qu'on doit à la fois ramasser la neige et lutter contre les tuyaux gelés, éviter que des gens, naturellement, manquent d'eau potable. Et c'est nos équipes qui font ça, souvent dans des conditions assez difficiles. Pour ceux qui les ont déjà vus travailler, ils travaillent à main nue autour des tuyaux par des grands froids de moins 20, souvent des fois dans l'eau à dégeler les tuyaux, là. Alors, c'est un travail qui est exigeant, c'est un travail qui est difficile. Je voulais simplement les saluer, les remercier et dire merci parce qu'on a besoin de vous. Alors, ça, c'était pour le côté technique, je dirais, de la municipalité. J'arrive à quelque chose d'un peu plus vaste. Je voudrais rappeler que ce février, c'est le mois de l'histoire des Noirs et que c'est l'occasion de saluer toutes celles et ceux qui parlent des histoires de courage, des histoires de détermination, mais aussi par leur militantisme, par leur lutte, leur engagement, ont réussi à
avancer la reconnaissance, la lutte contre le racisme, l'égalité des chances. Alors, c'est un mois qui est extrêmement important. C'est un mois qui est à la fois militant, qui est un devoir de mémoire, puis qui est une possibilité qui offre des possibilités d'en apprendre plus, d'entrer dans un dialogue intéressant. Je voudrais rappeler que notre arrondissement porte fièrement ses valeurs de diversité et d'inclusion. Et je veux saluer l'apport extraordinaire de 3 femmes extraordinaires qui ont enrichi la vie de Rosemont, la petite patrie, mais la vie de Montréal en général. Je vais commencer par saluer le parcours de Kathleen Beauregard, qui a été non seulement la première conseillère municipale d'origine noire à siéger à Rosemont, la petite patrie, mais la première de la ville de Montréal. Alors, et qui a eu des responsabilités quand même importantes dans l'administration Bourque et qui a été littéralement, qui a brisé un plafond de verre. Et dans ce plafond de verre-là qui a été brisé, bien naturellement, je ne pourrais pas ne pas saluer l'extraordinaire parcours de mes 2 collègues, Erika Alnéus et Dominique Olivier. Madame Alnéus, qui est responsable maintenant de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Dominique Olivier, qui est rien de moins que la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Je vais vous inviter non seulement à célébrer le mois de l'histoire des Noirs, mais à regarder la programmation parce qu'elle est riche. Et elle est vraiment d'une grande richesse. Et je vous donne l'adresse courriel, pas courriel du tout, l'adresse web pour voir la programmation, moishistoiredesnoirs.com. Toute la programmation est là. Elle est extraordinaire. Et sur ce, je vais vous inviter à regarder une courte vidéo de mes collègues Maestro. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est l'opportunité, mais aussi la responsabilité de se rappeler de toutes les personnes qui ont défoncé des plafonds de verre, qui ont agi contre les normes qui étaient établies pour s'assurer de pouvoir contribuer à la hauteur de leurs talents et de leurs ambitions à la société montréalaise, québécoise, canadienne. Le mois de l'histoire des Noirs est important pour moi parce que c'est un moment de recueillement, de célébration et de reconnaissance des communautés afrodescendantes qui embellissent, illuminent, nourrissent l'identité et la culture de notre belle ville. Je suis particulièrement fière d'être ici. Ce n'est pas une fierté qui est une fierté personnelle, c'est une fierté que je vais appeler communautaire parce que on sait combien la contribution des Noirs a été importante partout dans le monde, mais pour la ville de Montréal, et d'être ici aujourd'hui et de pouvoir parler au nom d'une communauté, c'est quelque chose de très particulier. Le Montréal d'aujourd'hui et la montréalité, elle se définit aussi grâce à la présence des communautés noires, des artistes noirs, des réalisateurs de films issus des communautés noires dans leur très très grande diversité. Les quartiers montréalais, ils sont empreints d'une histoire de résistance de ces communautés et je pense qu'il nous faut le reconnaître. Le mois de l'histoire des Noirs est pour moi l'occasion de souligner et de célébrer les différents acteurs des communautés noires qui travaillent sans cesse à améliorer notre belle métropole et qui contribuent à leur façon à façonner un avenir inspirant pour toutes les générations à venir. Parce que c'est non seulement mon histoire, c'est non seulement l'histoire de mes ancêtres, c'est l'histoire des hommes et des femmes qui ont lutté pour qu'on puisse souligner l'humanité de tous et chacun. C'est notre histoire. C'est celle d'une humanité, c'est celle de Montréal, c'est la mienne et c'est surtout la vôtre. Alors, j'ai l'impression qu'on a eu droit à la diffusion d'une vidéo sans la trame sonore. Je ne sais pas, peut-être que c'était entendu en web diffusion, mais pas dans le Zoom. Si tel est le cas, on s'en excuse. Puis on vous invitera à aller revoir la vidéo qui est disponible sur le site de la Ville de Montréal. Il y avait bien du son? Bon, bien, merveilleux. Alors, c'était juste nous qui ne l'entendions pas dans le Zoom. Désolé pour cet aparté. Et sans plus tarder, M. Saint-Laurent, nous allons passer à la période de questions des citoyens par courriel par les courriels qui nous ont été envoyés. Je vous laisse, comme la dernière fois, faire la lecture des questions. Donc, 10.04, période des questions du public. La première question nous vient de Marcel Belrose. Pourquoi il est maintenant interdit de stationner direction sud
aux heures de pointe sur le boulevard Saint-Michel, au sud du boulevard Rosemont, jusqu'à 19 h. Beaucoup de locataires incommodés par cette mauvaise décision. Surtout, pas de trafic au sud de Rosemont. Merci. Oui, alors je vais répondre à la question. Merci, M. Belrose, pour votre question. En fait, la réponse est simple. C'est un projet de la STM pour la voie réservée d'autobus, projet que nous avons entériné à l'arrondissement parce que nous croyons fortement au transport collectif. J'entends l'aspect où vous dites qu'il n'y a pas de trafic au sud de Rosemont, mais c'est encore exceptionnel grâce au télétravail instauré par la COVID. Ça ne durera pas toujours. L'autobus Saint-Michel avait besoin de l'avoir réservé pour pouvoir se déployer. C'est une artère très importante où transitent vraiment des milliers de personnes matin et soir. C'est une ligne d'autobus qui relie 2 stations de métro. C'est un axe névralgique de la STM et nous croyons que si nous voulons que la population prenne davantage des transports collectifs, il faut lui donner les moyens de prendre les transports collectifs et donc avoir un service qui est efficace, rapide et confortable. Et pour ça, bien, naturellement, il y a des arbitrages à faire et ça fait que quand on met une voie réservée en rive, naturellement, le stationnement ne peut pas se maintenir pendant ces heures-là. Je comprends que pour l'instant, vous avez l'impression que c'est une mesure inutile, mais éventuellement, la COVID ne sera pas toujours là. Le télétravail ne sera pas éternel et croyez-moi, on a besoin de favoriser l'autobus quand il y a une circulation lourde sur Saint-Michel. Ceci dit, nous sommes ouverts à rencontrer les gens, nous sommes ouverts à parler avec vous. Nous rencontrons, Mme Olivier et moi, demain un comité de résidents du boulevard Saint-Michel. Alors, on est toujours ouverts à rencontrer les gens qui veulent nous contacter pour des enjeux qui les affectent. Et puis, mais ceci étant dit, sachez que nous croyons quand même en cette mesure de voie réservée pour améliorer le service. Prochaine question d'Émilie Bonnier. Pourquoi le déneigement des pistes cyclables est-il aussi chaotique les jours de neige? Le rêve Bellechasse devrait être une priorité, étant la seule dans l'axe est-ouest. Il est 9h15 et on n'est toujours pas déneigé. Châteaubriand mène à 2 stations de métro, plus le CPE. Beaucoup de parents sont à vélo avec leurs tout-petits, mais impraticable et dangereux. Saint-Hubert est aussi laissé dans un état lamentable longtemps après que la neige soit tombée. Oui, bonjour Mme Bonnier. Merci pour votre question. Vous n'êtes pas la seule à nous interpeller sur le déneigement des pistes cyclables. Vous êtes 4 ce soir. Je vais faire une réponse qui va essayer d'intégrer le plus possible les 4 questions. Je ne dis pas qu'on ne les lira pas, là, on va les lire quand même, mais on va éviter de répondre 4 fois la même chose. Madame Bonnier, premièrement, je vais commencer par vous, en toute honnêteté, là, vous donner raison. La situation n'a pas été la meilleure vendredi. C'est dû à toutes sortes de contraintes techniques, là, mais on l'admet, je vais régulièrement voir le rêve, j'habite pas loin à côté. On a été en discussion avec le directeur de l'arrondissement et moi, on a été en discussion plusieurs fois cette journée-là. On reconnaît là, la petite erreur et on sait aussi que la précipitation précédente n'a pas été parfaite non plus. Alors, on reconnaît la situation. Ceci dit, je voudrais porter à votre attention, je me permets une longue réponse, là, puisqu'il y a plusieurs questions sur le sujet ce soir, on va faire le tour. Je me permets plusieurs éléments. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les priorités là, pour le réseau supérieur, le réseau structurant, donc le rêve, la piste Saint-Zotique, le rêve Bellechasse, la piste Boyer, il n'y a aucune priorité qui a changé et on va maintenir le même niveau de service que par les années passées. Et la seule différence, la première différence peut-être importante à savoir, c'est que l'hiver n'est pas le même que l'hiver dernier et l'hiver d'avant. On a un hiver qui est très froid avec des précipitations assez subites et ça cause des niveaux de complexité et surtout, l'hiver très froid fait qu'une partie de la main-d'œuvre du déneigement est aussi affectée à dégeler les tuyaux d'eau potable. Alors, on a moins de ressources sur le déneigement. Pendant la semaine dernière, on avait moins de ressources sur le déneigement. Alors, on veut continuer. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une tempête la semaine dernière qui était en apparence simple, qui ne l'a pas été tant que ça. On a eu des retards là, à différents niveaux, pas juste au niveau cyclable, là, pour faire l'ensemble du réseau.
Alors, il y a eu une courte précipitation en peu de temps. Ceci dit, effectivement, on a manqué le début de la tempête. On a fait un rattrapage toute la fin de semaine. On est allé monitorer à plusieurs reprises et le rattrapage s'est bien fait. Les pistes cyclables sont actuellement très dégagées, mais surtout, on veut vous rappeler que nos priorités, là, elles demeurent inchangées. Elles font partie des orientations de transition écologique, de transport actif qui sont annoncées dans le programme de Projet Montréal, mais aussi de Projet Montréal-Rosemont, la petite patrie. Et l'arrondissement est très, très fier de sa certification hors vélo sympathique. Nous comptons la conserver et on entend demeurer des chefs de file en matière de réseau de vélos d'hiver. Alors, je comprends qu'il y a eu 2 événements de suite où le service n'a pas été peut-être parfait. On l'entend, on est en train de faire les corrections là-dessus et les équipes administratives et nous sommes en dialogue constant, mais on vise tous la même chose. C'est un réseau qui est circulable, qui est beau et qui donne l'exemple à Montréal. Prochaine question nous vient de Lee Anholt. J'ai lu avec joie la décision des cours contre Sanimax, les odeurs qui rendaient la vie du monde autour un enfer. Cette décision will restore quality of life, disait la mairesse Plante. Ceci n'est pas la première fois que j'écris à cette administration d'arrondissement. C'est au sujet des odeurs insupportables qui viennent de chez Uniburger, coin Saint-Zotique et Saint-Dominique. L'été, on doit garder toutes les portes et fenêtres fermées en tout temps. Ça pue la friture comme si je vivais à l'intérieur de chez McDo. Je ne peux me servir des balcons entre 11h et 23h. De l'autre côté de ma rue, sur Casgrain, coin Saint-Zotique, il y a le restaurant Vin Mon Lapin avec leur terrasse dans la rue résidentielle et le barbecue qui roule à plein temps entre 15h et 23h le soir. La boucane rentre directement chez nous. C'est une chose d'avoir un voisin qui fait un barbecue de temps à autre, mais tout autre chose d'en avoir qui roule à temps plein et qui crache la boucane de viande directement dans ma maison. Le balcon devant n'est pas utilisable du moment que leur terrasse est installée pour l'été. Pour mettre la cerise sur le gâteau, ils pitchent leurs bouteilles recyclables dans les bacs après minuit chaque jour, qui fait un bruit d'enfer. Est-ce que vous allez finalement réglementer ces odeurs et boucans qui rendent la vie du quartier insupportable? C'est exactement la même situation qu'avec Sanimax dans Rivière-des-Prairies, mais encore plus résidentielle. Je n'en peux plus. S'il vous plaît, faites quelque chose. Alors, bonjour, M. Hanot. Merci pour votre question. On comprend tout à fait là, les difficultés que vous vivez. Ça ne doit pas être très... On comprend que les problèmes d'odeur peuvent être invasifs et pas agréables et miner la qualité de vie. On va être honnête, la réglementation actuelle là, qui est en vigueur dans l'arrondissement ne prévoit pas de disposition quant à la gestion des odeurs. Alors, on est sensible à ça. On veut approcher des gens qui nous permettraient peut-être d'étudier la problématique. On est en discussion avec des consultants qui pourraient nous permettre d'évoluer là-dessus au niveau réglementaire et voir comment on pourrait peut-être être des pionniers de la gestion des odeurs en ville. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des résultats immédiats. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fonder d'espoir, mais naturellement, on est en train de défricher un terrain et on est en train de défricher un domaine. Et dans ce temps-là, naturellement, il faut être patient. Par contre, vous nous parlez d'un barbecue. Je ne sais pas si vous nous parlez d'un barbecue intérieur là, et que la ventilation se retrouve plus ou moins chez vous, ou si vous parlez d'un barbecue extérieur. Si vous parlez d'un barbecue extérieur, sachez que c'est spécifiquement interdit comme pratique. Alors, on va aller vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas un barbecue de terrasse dont vous recevez la fumée des grillades à longueur de journée. Et pour ce qui est de la réglementation sur le bruit, sur les bouteilles dans le bac de recyclage, on pourra peut-être discuter avec le commerçant pour voir s'ils peuvent améliorer leur façon de faire là, pour éviter le bruit la nuit. Alors, est-ce qu'on va finalement réglementer, pour revenir à votre question, réglementer ces odeurs et ce boucan? On va essayer du mieux qu'on peut et on est très sensible à votre situation, puis on va agir le plus rapidement possible sur les autres fronts.
Prochaine question de Ariel Wilson. Pourriez-vous déneiger le rêve Bellechasse cet hiver? Je porte mes 2 enfants en chariot-vélo à tous les jours en circulant sur le rêve de la 8e avenue jusqu'à la rue Châtelain, près de la 44e. Mais comparé à l'hiver dernier, cet hiver, la piste cyclable est très mal déneigée et impossible d'indiquer rapidement par Internet que le rêve est mal déneigé. Ce n'est pas une option en ligne, il faut appeler le 311, ce que j'ai fait. Bien, merci pour votre question. Merci pour votre question. Merci d'avoir appelé le 311. Effectivement, comme on l'a dit, on a eu des problématiques pour 2 chutes de neige, là. Puis on en est conscient. Les 2 fois, on a fait des rattrapages très rapides. Alors, on est en train de retravailler nos processus. On va s'assurer que le rêve soit toujours une priorité. On veut que les gens puissent circuler sur le rêve. On en est fiers. Vous savez, on l'a défendu énormément en campagne électorale. C'est un aménagement qui a été critiqué, mais duquel on tire une grande fierté, une grande solidarité. On veut que les gens s'en servent. On veut qu'ils vivent. Alors, c'est sûr qu'il soit bien déneigé fait partie de nos priorités. Alors, pouvez-vous déneiger le rêve Bellechasse cet hiver? La réponse est oui. La prochaine question de Mathieu Desnoyers. Pouvez-vous réaliser un projet visant à sécuriser l'intersection Louis-Aymon-Augier, s'inspirant du document soumis avec la question? Et si ce n'est pas le cas, que proposez-vous comme action concrète pour adresser ce problème de sécurité routière? Pour cette question précise, je vais laisser la parole à ma collègue Erika Alneus, qui, je pense, a une réponse pour M. Desnoyers. Oui, merci beaucoup, M. Desnoyers. Le fameux carré Augier, sachez la bonne nouvelle, le carré Augier fait partie de la planification des travaux à faire au niveau de la circulation dans Étienne-des-Marteaux. Donc, sachez cependant qu'on veut faire ce travail en lien avec les riverains autour du carré Augier. Donc, si cela vous intéresse, je vous inviterai à communiquer avec moi parce que tout au long du processus pour trouver une solution de sécurisation du carré Augier, on veut vraiment le faire en partenariat avec les services et avec les citoyens du district et tout particulièrement ceux visés par cet enjeu de circulation. Je permettrai cependant aussi à Mme Desiel si elle voudrait ajouter quelques compléments d'information à ce sujet. Merci, Mme Alneus. Vous avez mentionné les informations pertinentes. Dans le fond, ce que je peux ajouter, c'est que nous avons installé 2 caméras de surveillance justement pour documenter déjà les déplacements autour du carré Augier au niveau de la circulation et des piétons également. Donc, déjà, on documente là, pour comprendre la problématique sur les lieux. Merci beaucoup, Mme Desiel. On peut passer à la prochaine question, Maître M. Saint-Laurent. La 6e question est de Sarah Cousineau. J'aimerais que les élus de l'arrondissement se penchent sérieusement sur le problème de cohabitation des petits et des gros chiens dans les aires d'exercice canin, AEC. J'ai un chien de 12 livres qui se fait harceler et molester régulièrement par les gros chiens quand nous voulons aller le faire courir à l'AEC. Du moment où il part à courir, les gros chiens le prennent pour un jouet et le pourchassent. Une boîterie nous a obligés à consulter un vétérinaire. Diagnostic, élongation des ligaments de genou arrière, probablement dû au fait qu'il se tiraille avec les chiens trop gros pour son poids. De plus, depuis quelque temps, mon petit chien devient très réactif face aux gros chiens qu'il croise sur le trottoir. Je pense que ces dernières sorties à l'AEC l'ont quelque peu perturbé. Depuis, je restreins mes visites dans les AEC du quartier, mais ça fait en sorte que mon chien n'a plus d'endroit pour courir puisque le règlement canin de la ville l'interdit. Je pense qu'il est grand temps que des aires canins dédiées aux petits chiens soient mis sur pied le plus rapidement possible et qu'un assouplissement de la part des agents affectés au règlement canin, quand un petit chien est en liberté en dehors de l'AEC, quand seulement les gros chiens s'y trouvent. C'est une question de sécurité pour nos petites bêtes.
Pour cette question, M. Saint-Laurent, je vais laisser la parole à M. Posé, conseiller du district Marie-Victorin, qui peut parler d'une piste de réflexion. Merci, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Saint-Laurent, pour la lecture de la question. Alors, bonsoir, Madame Cousineau. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que la préoccupation que vous portez ce soir à notre attention est partagée par plusieurs concitoyens et concitoyennes de Rosemont-la-Petite-Patrie qui nous en ont fait part à toute l'équipe l'automne dernier lors des rencontres qu'on a pris le temps de faire avec chacune des associations des aires d'exercice canin du territoire de notre arrondissement durant la période électorale. Alors donc, je veux au moins vous rassurer, mes collègues et moi, on vous a vraiment bien entendu et c'est pourquoi nous avons déjà demandé au service administratif de Rosemont-la-Petite-Patrie de se pencher sur cette question-là et d'étudier la faisabilité de votre demande. Mais en toute transparence, c'est quand même important que je vienne vous mentionner ce soir que l'un des enjeux auxquels on est confronté, ou auxquels on doit composer dans ce dossier-là, c'est celui de l'espace. Alors, dès que nous aurons un suivi du dossier, ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous et de vous informer de la suite des choses par la voix d'un membre de notre équipe. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis merci beaucoup de nous avoir adressé votre question. La question suivante nous vient de M. Claudio Pinto. Projet de verdissement, Bellechasse-Rosemont, 12e, 13e avenue. Je souhaite m'opposer à la fermeture de ma ruelle dans le cadre de son verdissement. Le comité de ruelle a vendu un projet de verdissement sans fermeture lors des signatures. Or, samedi, on nous annonce que la fermeture est acceptée par tout le monde et vise à limiter la circulation des non-résidents, taxis, livraison, mais elle ne va clairement pas régler le problème. Elle ne bénéficie qu'aux habitations en bordure de l'accès fermé, car cela leur procure une cour extérieure et oriente le flot des voitures vers l'accès sud, par où passent les étudiants à pied du collège Jean-Eudes. Je souhaite m'opposer à la fermeture et essayer d'autres options moins draconiennes, telles que mettre des cônes lorsque les enfants jouent, pour fermer l'accès temporairement, envoyer une mise en demeure à la pizzeria Domino's, car beaucoup de livreurs empruntent ce chemin, et prévenir le poste de quartier si les véhicules continuent. Il y a beaucoup de personnes vulnérables qui empruntent ce passage pour stationner dans leur cour. J'ai moi-même un enfant autiste qui nécessite un minivan pour son transport et j'ai du mal à passer par la voie qui est imposée par la fermeture. De plus, si l'on ferme cet accès, on doit faire un gros détour par le parc de l'Ukraine et cela impose de traverser le flot de cyclistes sur Bellechasse à 2 reprises. Cela ne fait aucun sens d'un point de vue sécurité. Merci beaucoup, M. Pinto, pour votre question. Je vais vous amener quelques éléments de réponse. La consultation qui a été menée par le comité de ruelle a été faite selon les règles qui sont établies pour toutes les ruelles vertes et toutes les fermetures de ruelles depuis plusieurs années dans l'arrondissement. Le sondage qui a été effectué, c'est-à-dire la consultation qui a été faite, concernait à la fois le verdissement et la fermeture d'un tronçon de ruelle. Et les résultats ont été les suivants. 77 des riverains consultés, 77 des riverains ont été consultés, 72 en faveur du projet de verdissement et 66 en faveur de la fermeture de la ruelle sur l'axe nord-ouest, soit de la 12e et la 13e avenue. Alors, avec ces résultats, c'est évident que le projet peut aller de l'avant. On peut comprendre une partie de vos craintes, une partie de vos critiques. Votre conseillère, Mme Alneus, est prête à vous rencontrer si vous voulez aller visiter sur le terrain la ruelle, si vous voulez lui faire visiter la ruelle, lui exprimer vos craintes. Vous savez qu'il y a toujours d'autres cours si vous pensez que la ville laisse vos droits. Mais pour nous, comme arrondissement, notre programme de ruelle verte, il est très démocratique, il est très bien fait. La consultation, ça fait des années qu'on en fait, ce n'est pas improvisé. Et avec les chiffres que l'on voit, on ne voit pas de raison de ne pas aller de l'avant avec le projet. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prochaine question de Joanne Laberge.
Bonjour, je suis une citoyenne qui habite en face du terrain du restaurant Mike's sur le boulevard Rosemont. Le dit restaurant semble fermé et de source, il semblerait que les propriétaires de ce terrain ont l'intention de construire un immeuble à condo et que cet édifice aurait une hauteur de 40 pieds alors que les immeubles autour majoritairement mesurent entre 26 et 30 pieds. Considérant que souvent ces constructions dans le quartier ne sont pas souvent des prix d'architecture qui ne s'intègrent pas harmonieusement à l'environnement, que les propriétaires ne se préoccupent pas de préserver des espaces verts, et ce, en utilisant au maximum le terrain pour la construction, je suis inquiète que le voisinage se retrouve devant une masse minérale faisant obstruction à la lumière du jour. À ces préoccupations s'ajoutent des inconvénients majeurs reliés à la construction elle-même, bruit, poussière, trafic de camions lourds, trafic en augmentation. Les personnes vivant sur cette partie de la rue des Carrières ainsi que la place Charles-Thibault ont des revenus modestes, doivent supporter de plus en plus le trafic de transit aux heures de pointe, de camions interdits de passage et l'absence d'espace vert à proximité. La qualité de vie dans cette partie du quartier s'est plutôt détériorée depuis quelques années à cause de ces conditions. J'ajouterais que 2 garderies sont implantées à proximité et qu'elles profiteraient avantageusement d'espaces verts si l'endroit le permettait. J'aimerais savoir si l'arrondissement est sensibilisé à ce genre de problématiques de vivre ensemble et ce que nos élus entendent faire afin de préserver et améliorer notre qualité de vie, et ce, au-delà des règlements actuels. Oui, bonjour Mme Laberge, merci pour votre question. Il y a une partie qui est très technique, alors si vous permettez, je laisserai notre directeur d'arrondissement vous répondre ou déléguer quelqu'un de son équipe pour vous répondre. Monsieur le maire, je vais laisser Mme Guylaine Desiel, la directrice de l'urbanisme, répondre à la question. Merci. Bonsoir, Madame Laberge. Donc, écoutez, à ce jour, nous n'avons reçu aucune demande de permis pour le développement de ce terrain. Donc, aucune demande déposée à notre comptoir des permis à l'arrondissement. Au règlement de zonage, ce qui est autorisé si jamais il y avait un changement d'usage, c'est vraiment effectivement du résidentiel de 3 étages, donc qui correspond environ à 40 pieds, comme vous faites référence. C'est ce qu'on retrouve, somme toute, quand même 2, 3, 4 étages autour de ce terrain. Et je peux vous assurer que si jamais il y avait un changement, une demande pour du développement résidentiel, le site est assujetti donc à notre règlement sur l'implantation et l'architecture, donc une qualité au niveau de l'implantation et de l'architecture qui est soumis également à notre comité consultatif d'urbanistes. Donc, c'est le CCU qui est composé d'architectes, d'urbanistes qui observent le projet qui est présenté et qui l'évaluent en fonction de critères de performance, de critères qualitatifs. Alors, j'espère que ces informations vous rassurent. Et également, parmi ces critères, on mentionne notamment la protection des arbres, la plantation de nouveaux arbres, le verdissement également. Donc, des taux de verdissement plus importants sont intégrés à l'intérieur de notre réglementation. Alors, merci pour votre question. Bonne soirée. La prochaine question nous vient de Graydon Snyder. Elle est rédigée en anglais. I live on a street named after an extremely controversial figure, Christopher Columbus. Given what has transpired in Canada over the past centuries and what has been revealed in the past years, and what have been long known of Columbus' acts towards Indigenous populations, it seems an affront to a great many people have his name so prominently displayed. I personally find it embarrassing to live on a street with this name attached. Montreal has already renamed Amherst to Atatican. My question is, can we not agree on a more suitable name for this street? Merci, M. Snyder, pour votre réponse. Alors, c'est pas pour votre question, en fait, excusez-moi. Merci, M. Snyder, pour votre question.
Les noms des rues à Montréal, ceci dit, relèvent de la toponymie et du comité de toponymie de la ville-centre. L'arrondissement ne peut certainement pas renommer une rue qui traverse plusieurs arrondissements. Ça serait déjà en soi un peu bizarre, mais ces décisions-là sont vraiment prises de manière non politique par un comité qui s'appelle le comité de toponymie. Et je vous invite à leur écrire tout simplement pour leur faire part de votre constat et de votre suggestion. Ce sont les meilleures personnes pour recevoir ce genre de demande-là. Je vous remercie. La question suivante est de Céline Crête. L'été dernier, sur une période de 2 mois, l'arrondissement a fait poser des compteurs de vélos temporaires sur le Rêve Bellechasse à l'angle de la 24e et de la 39e avenue. Compte tenu du peu de circulation cycliste à l'est de P9, je me questionne à savoir pourquoi ces compteurs n'ont pas été installés de façon permanente par la suite afin que le citoyen puisse évaluer le bien fondé ou non de l'enlèvement de tant d'espace de stationnement. Serait-ce le résultat obtenu par le comptage temporaire était décevant pour vous en n'allant pas dans le sens démagogique de l'explosion du nombre de cyclistes sur le Rêve Bellechasse à l'est de P9 que l'arrondissement se tue à nous faire avaler sans preuve depuis 2 ans. Les citoyens du district Marie-Victorin tiennent vraiment à ce que ces compteurs soient installés de façon permanente et apparaissent sur le centre EcoCounter. Ma question s'adresse à M. Limoges puisque M. Posé ne répond jamais directement aux questions. En d'autres mots, nous voulons des preuves, pas juste des mots et des pirouettes d'évitement. Bonjour, Mme Crête. Merci pour votre question, qui est à la fois une question, mais soyons honnêtes aussi, un petit peu un éditorial. Alors, je vais répondre du mieux que je peux. Vous savez, vous nous demandez de la transparence, on l'a fait. Vous nous demandiez l'an dernier qu'il y ait une étude qui soit faite par la Ville-Centre, et même pas par l'arrondissement, par la Ville-Centre. C'était M. Caldwell, responsable de la mobilité, qui s'était engagé à la faire. Il a mandaté des ingénieurs en circulation, donc des gens qui sont tout à fait au-delà de tout soupçon de neutralité. Là, c'est des gens, c'est des travailleurs de l'État, ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas membres d'un parti politique, ils travaillent pour la ville. Alors, le service de l'urbanisme et de la mobilité a procédé à une étude très exhaustive des passages sur le Rêve Bellechasse. Cette étude-là, Mme Crête, a été communiquée à votre comité. On a même fait une rencontre pour en discuter. Je me rappelle très bien de vous avoir rencontré d'ailleurs à ce moment-là. Et malheureusement, ce n'est pas qu'on ne vous transmet pas l'information, on vous a toujours transmis l'information. C'est que vous ne croyez pas, vous ne voulez pas croire les conclusions de l'étude. L'étude, elle dit quoi? Elle dit que le rêve, il est très utilisé. Il est super très utilisé à l'ouest, mais il est quand même très utilisé à l'est. Sa fréquentation équivaut à celle de pistes cyclables qui sont depuis longtemps établies, comme Gouin ou Saint-Urbain. Alors, ça, on vous l'a dit, on vous l'a démontré, on vous a nommé les passages, on vous les a montrés. Vous dites qu'on ne vous communique pas l'information, mais voilà, on vous l'a communiqué. C'est juste que je pense que vous mettez en doute l'information qu'on vous donne. À ce moment-là, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire. Cette étude-là, elle a été faite. Ce n'est pas vrai qu'on va la refaire à chaque année pour le plaisir de dépenser de l'argent pour faire une étude, là. Elle a été faite. On est convaincu d'ailleurs que la circulation, que l'usage du rêve va continuer à évoluer avec les années. Et puis, par contre, les données sont disponibles telles que vous le demandez sur EcoCounter. Puis, il y a quelqu'un de notre équipe qui va prendre contact avec vous pour vous indiquer comment vous pouvez aller consulter le site. Tout est là, tout est transparent. Notre démarche, là, elle est transparente, elle est tout à fait limpide. Puis, on va continuer comme ça. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Prochaine question de Jacques Nacouzi. Bonjour, à plusieurs reprises cet hiver, le Rêve Saint-Denis et Bellechasse étaient très mal déneigés. J'ai failli, ainsi que d'autres amis, tomber à plusieurs reprises. L'année dernière, le déneigement était impeccable. À part un petit épisode de bris mécanique à la mi-janvier, pourquoi une situation perdure même en février? Se déplacer sans polluer et en sécurité est un droit, pas un privilège. On en a besoin pour aller travailler et se déplacer. Merci. Alors, bonsoir, M. Nacouzi. Merci pour votre question. Comme je l'ai répondu à quelques-uns, comme j'ai déjà répondu à plusieurs reprises, je vais faire ça rapidement. Mais
effectivement, comme je l'ai dit, l'année dernière et cette année sont deux bêtes complètement différentes. Ceci étant dit, on est en ajustement. On va s'assurer que le service soit au rendez-vous. On croit en notre réseau d'hiver. On veut qu'il soit beau, on veut qu'il soit déblayé, on veut qu'il soit utilisé, on veut que les cyclistes se l'approprient. Alors, on va mettre les efforts qu'il faut. Puis, ça nous fera plaisir de se reparler, là. Puis, on est conscient qu'il y a eu qu'il y a eu 2 précipitations qui ont été plus difficiles, une avec du bris d'équipement, puis une autre la semaine dernière. Ça ne devrait pas perdurer jusqu'à la fin de la saison. Question suivante de Stéphanie Roy. Ma question concerne les alarmes de recul des camions. Selon mes recherches, il y a une réglementation qui est en vigueur depuis le 3 mai 2021 à Montréal. Toutefois, je ne trouve aucun article de loi sur cette nouvelle réglementation sur le site de l'arrondissement ou bien de la ville de Montréal et de plus, si elle est bien effective. Donc, si cette réglementation est bien en vigueur, les entreprises possédant des camions de déneigement, etc., ont combien de temps pour effectuer les modifications d'alarme de recul, plus ou moins 250 $ par camion, qui devront passer du bip au pchit, alarme à large bande. Par ailleurs, cette problématique est plus souvent soulignée en ce qui concerne la Ville de Québec ainsi que la Ville d'Ottawa que pour la Ville de Montréal. Peut-être sommes-nous plus résilients après toutes ces années de construction majeure. De plus, considérant que cette alarme de recul est obligatoire pour tous les camions, est-ce possible d'imposer un changement immédiat spécifiquement pour les camions qui déneigent des aires de stationnement de commerce la nuit, surtout aux abords des quartiers résidentiels? Ma problématique concerne spécifiquement le déneigement du stationnement de la SAQ ainsi que du Provigo Angus. Il y a toujours 2 camions de déneigement, entrepreneur AVCO, qui effectuent le travail dans un délai moyen de plus ou moins 5 heures. De plus, l'aménagement des lieux de Shop Angus émet énormément d'écho. J'ai parlé avec des conducteurs des camions de déneigement et ils m'ont dit assurément qu'ils n'avaient jamais entendu parler des alarmes de recul à large bande. En somme, c'est un véritable problème qui génère énormément de stress inutile. Bonjour, Mme Roy. Merci pour votre question. Votre question est arrivée tard aujourd'hui. Bien, pas tard, mais elle est arrivée aujourd'hui et elle est extrêmement précise. Elle comporte plusieurs volets assez techniques. Je souhaiterais, si vous le permettez, qu'on regarde les exemples que vous nous soumettez avec nos équipes des travaux publics et qu'on puisse communiquer avec vous directement. Parce que vous donnez des exemples là, qui sont super pertinents. On prend des notes. Pour ce qui est des appareils de la ville, on a agi. C'est-à-dire que nos appareils au clos de voirie, les alarmes ont été changées. On a été très proactifs dans le dossier. Pour les déneigeurs privés et les contracteurs privés, c'est une bonne question et on va aller vérifier c'est quoi notre champ d'action, puis on vous revient le plus rapidement possible. On a vos coordonnées, alors on va vous contacter dans les jours qui viennent sans faute. Question suivante de Jean-Julien Guyot. Le déneigement des pistes cyclables dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie, quid? Monsieur Limoges, Madame Blanco, j'avoue que cela nuit à la sécurité de tous. Saint-Dominique n'est plus déneigé régulièrement. Bon nombre de bollards plats verts ont été arrachés par les camions 18 roues de livraison du Canadian Tire en particulier. J'en ai d'ailleurs ramassé 3 qui sont devant chez moi. Bonjour, M. Guyot. Merci pour votre question. J'ai déjà répondu à plusieurs reprises là, sur le déneigement d'hiver. Alors, si vous permettez, je vais vous référer aux réponses que j'ai déjà données à M. Nacouzi et aux autres plus tôt dans le conseil d'arrondissement. Prochaine question de Sylvie Lavigne. Bonsoir. Dans le secteur du Vieux-Rosemont, on entend régulièrement des coups de feu. Qu'est-ce que l'arrondissement compte faire pour que ça cesse et rassurer les citoyens? Toujours dans le Vieux-Rosemont, on remarque de plus en plus d'itinérants. Au parc Léon-Provencher, certains y ont élu domicile. Un d'entre eux y a même monté une tente et y habite malgré les grands froids. Chaque jour, je crains de le retrouver mort gelé. Je trouve bien joli tous ces projets de verdissement, de ruelles vertes et de fleurs à coût de 46 000 $ par-ci et 10 000 $ par-là, mais je comprends mal que des résidents ayant des revenus
de plus de 150 000 $ par année aient besoin de se faire subventionner par l'arrondissement pour mettre des fleurs devant leur domicile alors que d'autres n'ont rien. Que comptez-vous faire pour les plus démunis? Pardonnez ma morosité, mais je trouve notre société bien individualiste et superficielle. Bonjour, Madame Lavigne. Merci pour votre question et à la fois votre commentaire. Vous savez, c'est une des priorités de notre administration. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'échelle de RPP, la lutte à l'itinérance. Vous abordez plusieurs sujets. Premièrement, la sécurité, l'itinérance, de laisser personne derrière, l'aménagement du territoire versus le soutien aux personnes plus démunies. Je ne pourrais pas faire une réponse exhaustive sur chacun de vos points. Je peux vous dire que la lutte à l'itinérance est une des priorités de l'administration Plante. Ma collègue Josefina Blanco travaille en ce moment nuit et jour sur le dossier. On a ouvert d'ailleurs une halte chaleur dans l'arrondissement. Et effectivement, Mme Lavigne, Mme Blanco, ça va lui faire plaisir de vous contacter personnellement pour vous parler de ce qu'on fait en termes de lutte à l'itinérance, de soutien aux personnes démunies. Vous posez beaucoup de questions, vous parlez de sécurité, vous parlez de, comme je vous dis, de l'aménagement du territoire. On est en lien avec le SPVM pour les coups de feu, mais je propose effectivement plutôt que d'aborder ça, là, de répondre à chaque point, ça serait difficile, on va vous contacter. C'est-à-dire Mme Blanco, qui est responsable du développement social au comité exécutif, va prendre contact avec vous et sachez que l'équipe du cabinet de Rosemont La Petite Patrie aussi peut vous contacter pour toute question précise que vous souhaiteriez discuter avec nous. Là, on va entamer un dialogue constructif. Merci encore pour votre question, puis merci surtout pour vos préoccupations qui dénotent, vous dites que c'est morose, mais il y a quand même une soif de solidarité dans votre question, puis on l'entend, puis on va tenter de répondre du mieux qu'on peut. Prochaine question de Carl Boileau. Sécurisation des passages piétons traversant les voies ferrées entre le plateau et Rosemont. Comme vous le savez déjà, une jeune piétonne a été happée mercredi dernier par un train du Canadien Pacifique, vraisemblablement, à un passage populaire entre le Myland et Rosemont. C'est un secteur où la traversée des rails est interdite, mais où emprunter le réseau routier oblige souvent à faire de grands détours non conviviaux, en plus de devoir passer par des trottoirs étroits sous les viaducs lugubres et où nombre de personnes ne se sentent pas en sécurité. Ainsi, puisqu'on savait dans l'inconscient collectif que cet accident allait un jour arriver, on aimerait savoir où en sont les pourparlers entre la Ville et le Canadien Pacifique pour sécuriser les passages piétons entre nos arrondissements. Merci beaucoup, M. Boileau, pour votre question. Merci de nous écrire. C'est un plaisir de voir que vous suivez encore des dossiers sur lesquels vous avez déjà travaillé il y a un certain temps. Alors, oui, vous avez raison, c'est quelque chose de tragique qui est arrivé. Ça relance la question du passage à niveau du CP. Comme vous le savez, alors, votre question est très précise, savoir où en sont les pourparlers entre la Ville et le CP. Il faut savoir que les pourparlers entre la Ville et le CP ont été très infructueux au fil du temps. C'est un dossier qui dure depuis très, très, très longtemps. Vos collègues du plateau ont travaillé longtemps sur le dossier et ont amené le dossier jusque devant un tribunal administratif fédéral, qui est, si je me souviens bien, la Commission ferroviaire des transports, et qui a rendu une décision en 2019 qui autorise certains passages à niveau, mais qui a refusé ceux qu'on avait soumis sur la voie du CP à la hauteur de Henri-Julien et Saint-Dominique. Du côté de Rosemont La Petite Patrie, on avait travaillé aussi avec le député fédéral Alexandre Boulris, qui avait été jusqu'à introduire un projet de loi privé pour tenter de forcer la négociation entre le CP et la Ville. Ce projet-là n'avait pas abouti non plus. Alors, c'est un dossier auquel on croit, qu'on travaille depuis très longtemps, mais malheureusement, vous savez que la Ville n'a aucune juridiction sur le Canadien Pacifique. On a tenté comme je vous dis, par un projet de loi privé, on a tenté par le recours à un tribunal administratif fédéral. Dans les deux cas, ça n'a pas abouti. On va relancer les démarches. Naturellement, on ne peut pas laisser le statu quo là. Ce passage-là est une ligne de désir naturel où des centaines de personnes transitent chaque jour au mépris de leur sécurité et de la loi.
Et je sais qu'on nous dit souvent que le CP nous rappelle que les gens devraient passer par Saint-Denis ou Saint-Laurent, mais on sait que ce sont de vastes détours qui ralentissent beaucoup, beaucoup les trajets et qui font passer les gens par des viaducs pas super ni accueillants, ni très rassurants en termes de sécurité quand on traverse le soir. Alors, c'est clair que dans notre esprit, ce passage à niveau-là est toujours souhaité et qu'il est toujours désiré et nous allons relancer le dossier à la lumière des événements récents. Prochaine question d'Olivier Berger. Selon le ministère du Transport du Québec, début de la citation, le panneau arrêt a été conçu pour établir la priorité de circulation aux intersections et pour y améliorer la sécurité lorsque se présentent des problèmes de visibilité. Son utilisation à d'autres fins entraîne une diminution du respect de l'arrêt obligatoire. L'emploi excessif de signaux de prescription et de danger contribue à en diminuer le respect. De plus, il est déconseillé d'utiliser le panneau d'arrêt afin d'obliger les conducteurs à respecter la limite de vitesse permise. Fin de citation. Avez-vous des études scientifiques démontrant que le ministère du Transport a tort et justifiant votre décision de déployer systématiquement des panneaux d'arrêt à chaque intersection des rues de Bellechasse et Beaubien? Si oui, pourrait-on obtenir ces études? Merci. Oui, bonjour, M. Berger. Ce ne sont pas des études scientifiques, c'est une décision politique qui a été prise il y a quelques années, que les panneaux d'arrêt ne seraient plus seulement installés sous recommandation d'ingénieurs en circulation, mais qu'ils pourraient être installés lorsqu'il y a d'autres raisons pouvant les justifier, comme la présence d'une école, d'une piste cyclable ou une demande importante de la communauté. Alors, les panneaux ont été installés là où ils étaient souhaités par des communautés. Ils ne sont pas mis pour ralentir le trafic. Des panneaux d'arrêt sont mis pour que les véhicules fassent un arrêt. Et ça marche parce que là où on les a mis, la circulation est beaucoup plus claire pour tout le monde. Ce sont des intersections qui sont plus faciles à traverser pour les piétons, qui sont plus faciles à traverser pour les aînés, qui sont plus faciles à traverser pour les familles, qui sont plus faciles à traverser pour les cyclistes et qui sont plus faciles à traverser pour les automobilistes parce que tout le monde a une priorité très claire. On s'arrête au stop, on laisse passer celui qui était avant nous et on passe ensuite. Alors, ça évite beaucoup de conflits. C'est sûr que ça ralentit un peu le temps de circulation quand on veut faire de longues distances sur des rues est-ouest, mais il reste des rues est-ouest qui sont des boulevards pour faire de longues distances. Rosemont et Jean Talon n'ont pas de stop et servent encore de voie de transit, mais c'est sûr qu'on considère que certaines rues, on a préféré favoriser la sécurité des gens et la sécurité du milieu et les gens qui vont vers le chemin de l'école et qui vont faire leur épicerie, plutôt que de permettre de longs segments de transit sans interruption. Alors, pour répondre à votre question, c'est une décision du conseil d'arrondissement, mais elle est légitime, il y a jurisprudence, puis elle est tout à fait justifiée moralement et légalement. Prochaine question de Jean-Philippe Cipriani. La piste cyclable sur la rue Rachel offre un contraste frappant entre le plateau et Rosemont. Le plateau a complètement transformé l'axe d'un bout à l'autre. Dans notre arrondissement, à l'exception du pavage refait récemment, il n'y a aucun réaménagement ni projet de verdissement sur cet axe névralgique dont les intersections sont particulièrement dangereuses, là où Rachel est démesurément large, comme dans le secteur Angus jusqu'à P9. C'est aussi un îlot de chaleur important. La nouvelle administration a-t-elle l'intention de s'attaquer à ce segment pour le réaménager? Bonjour, M. Cipriani. C'est une excellente question. Il y a des raisons d'infrastructure qui expliquent votre constat qui est tout à fait vrai, ceci dit, et je vais laisser M. Lafont, directeur de l'arrondissement, répondre à vos questions plus spécifiques. Merci, M. le maire. Bonsoir, M. Cipriani. Donc, effectivement, il y a certains... on avait travaillé il y a quelques années à la réfection complète de ce tronçon sur la rue Rachel. Et en fait, la raison principale pour laquelle le projet a été reporté, c'est à cause des travaux du SRD P9. Il faut comprendre que dans un certain secteur donné, il y a une capacité limite à accueillir des travaux de façon à ne pas entraver de façon négative la vie des citoyens au pourtour ainsi que la circulation.
Donc, c'est ça pour cette raison que les services centraux sous la ville-centre et également avec le concert avec la position de l'arrondissement, les projets ont été reportés à une date ultérieure. De façon aussi, comme vous le mentionnez dans votre courriel, dans votre question, l'état de chaussée était quand même assez détérioré. Donc, c'est pour cette raison qu'en 2020, il y a une réfection partielle des chaussées qui a été refaite de façon à assurer une surface de roulement adéquate, autant pour les cyclistes que pour les automobilistes. Quant à ce qui a trait aux intersections, il y a certains endroits où on a ajouté un arrêt, notamment dans le secteur d'Angus. On a ajouté un arrêt il y a 3 ans, je crois, pour justement faciliter et sécuriser l'espace. Dans notre scénario également que nous avions conçu avec nos collègues de la Ville-Centre, une multitude de saillies avait été également programmée de façon à ce qu'on puisse sécuriser les déplacements des piétons et également des automobilistes et cyclistes par la réfection de la piste cyclable à nouveau. Donc, ce n'est pas une question, on a une volonté ferme d'agir dans ce dossier-là. Il y avait une capacité limite qui nous empêchait de le faire. Donc, je crois que ce n'est que partie remise. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Lafont, pour votre réponse. Prochaine intervention de Michel Paquet. L'enlèvement de la neige se fait toujours de nuit depuis 10 ans avec le maximum de bruit. Exemple, chute de la pelle du chargeur sur roue au sol, les alarmes de recul, les moteurs des équipements. Dépôt d'une pétition de citoyens du secteur qui ne dorment pas en moyenne 14 jours durant l'hiver. Oui, bonjour, M. Paquet. Merci pour votre question. En fait, la réponse est simple, c'est que les opérations de chargement de neige sont planifiées de façon à maximiser l'utilisation des ressources, dont les ressources matérielles, les ressources humaines aussi, afin de réduire le délai de chargement. Alors, on fait pour que ça aille le plus vite possible, parce que personne n'aime que le chargement dure des jours et des jours. Et on veut minimiser les impacts sur les différents usagers. Alors, dans ces conditions, il y a certains secteurs de chargement qui sont effectués de jour, certains sont effectués de soir ou de nuit, et ça permet de travailler 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'il y a des chargements de nuit et que certains secteurs sont de nuit, c'est que ça permet de gagner du temps et de finir le chargement de la neige en quelques jours plutôt qu'en beaucoup de jours. Et la dernière question nous vient d'Alain Rochefort. Déchets, poubelles, 15e avenue, Beaubien. Gros problème de déchets qui perdurent. J'ai déjà fait une demande d'installer des poubelles et du recyclage sur les 2 coins de rue Beaubien, côté est et ouest, car il y a 3 restaurants et 2 écoles, en plus des clients en voiture, take-out, qui mangent dans leur véhicule et qui jettent leurs déchets sur la rue. Il y avait une poubelle de la ville qui a disparu depuis mon appel. En fait, il en faut plus. Où en est rendue ma requête? Bonjour, M. Rochefort. Merci beaucoup pour votre question. C'est une très, très bonne question. Écoutez, il y a quelqu'un de notre équipe des travaux publics qui va communiquer avec vous rapidement là, pour voir la situation puis voir comment on peut améliorer les choses rapidement. Les questions sont épuisées. On peut donc débuter la suite de l'ordre du jour. En 12.01, c'est de la palestre dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation, s'engager à entamer des pourparlers afin d'évaluer la possibilité de conclure une entente de partage des installations. Alors, je propose les thèmes appuyés de mon collègue Jocelyn Posé. C'est adopté. En 12.02, proclamer la semaine du 14 au 18 février 2022 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire. Je propose appuyé par ma collègue Erika Alneus. C'est adopté. En 20.01, ratifier une convention de contribution financière avec l'organisme Célébration Hockey Caroline Ouellette pour la tenue d'un tournoi de hockey féminin à l'Aréna Étienne Desmarteaux en décembre 2021, contribution financière de 2 000 $. Je propose appuyé par M. Posé. C'est adopté. En 20.02, approuver une convention de soutien avec l'organisme ADMI Montréal dans le cadre de la réalisation d'activités de loisirs destinées à une clientèle
de personnes ayant une déficience intellectuelle, octroyer une contribution financière totale de 47 500 $. Je propose d'appuyer par M. Posé encore une fois. C'est adopté. En 2003, approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme Rythmique Québec. Je le propose, appuyé par Mme Blanco. Pour la réalisation d'un projet dans le cadre du programme et activités sportives, contribution financière de 13 360 $. Enfin, alors, c'était proposé par moi-même et appuyé par Mme Blanco. C'est adopté. En 2004, ratifier une convention de service avec l'organisme Nature Action Québec pour des services professionnels en mobilisation citoyenne dans les projets de ruelles actives pour l'année 2022. Autoriser une dépense totale de 41 187 $ et c'est ça, taxes incluses. C'est proposé par moi-même et appuyé par Mme Olivier. C'est adopté. En 2005, autoriser une dépense totale de 37 500 $ et 2 sous taxes incluses, prolonger le contrat accordé à USD Global Incorporé pour la fourniture de services de livraison, de remplacement et d'entreposage de bacs roulants pour une période additionnelle de 12 mois. C'est proposé par moi-même et appuyé par Mme Anneus. C'est adopté. En 2006, autoriser une dépense totale de 83 598 $ et 72 cents, taxes incluses, accorder un contrat au même montant à Alrail Industries pour l'aménagement intérieur de 6 nacelles. Ce sera proposé par moi-même, appuyé par le conseiller Posé. C'est adopté. 30.01, prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées, des listes de bons de commande approuvés, des listes de demandes de paiement et des listes de virements de crédit. Alors, je vais proposer l'adoption de cet item appuyé par Mme Olivier. C'est adopté. 30.02, ratifier une dépense de 220 $ et 76 sous taxes incluses pour la participation de 2 élus au 3e anniversaire de la déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal qui s'est tenue le 14 décembre 2021. Étant donné que j'en fais l'objet, je laisserai peut-être nos collègues conseillères de Étienne-de-Marteau et Saint-Édouard en faire la proposition et l'appui. Monsieur le maire, je propose. Et Mme Blanco faisait le signe qu'elle appuyait. Pardon, en effet. C'est bien noté. C'est adopté. 30.03 a été retiré. 30.04, offrir au conseil municipal de prendre en charge la réalisation des travaux de drawdown sur le réseau artériel administratif de la ville pour 2022. Alors, il me fait plaisir de proposer cet item et je serai appuyé par l'ensemble des conseillères et des conseillers. C'est adopté. 30.05, offrir un service d'entretien de l'éclairage, des feux de circulation, de la signalisation et du marquage sur la chaussée pour la saison 2022 au 9 arrondissement de l'ancienne ville de Montréal. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 30.06, demander au conseil municipal de majorer la dotation de l'arrondissement par l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant de 69 989 $ et 28 sous avant taxe afin de retenir les services professionnels requis pour la réalisation des études environnementales complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à la construction d'un système de contrôle de la migration des biogaz dans le parc par Marquette au sud du boulevard Rosemont entre les rues Garnier et Marquette. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 40.01, édicter 2 ordonnances relatives à la programmation d'événements publics. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. En 40.02, c'est un avis de motion. Vous donnez l'avis de motion, M. le maire. Avec plaisir. Donc, donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie afin de procéder à des corrections.
En 4003, adopter un second projet de résolution autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel de 4 étages avec mezzanine situé au 3420 boulevard Saint-Joseph. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. 4004, abandonner l'imposition ainsi que le renouvellement d'une réserve foncière à des fins de parc sur 3 lots situés sur la rue Saint-Hubert, côté est, à l'intersection du boulevard Rosemont. Mandater le service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre les procédures requises. Je le propose appuyé par la conseillère Blanco. C'est adopté. 51.01, nommer M. Jocelyn Posé à titre de membre régulier et de président et Mme Erika Anneus, Josefina Blanco et Dominique Olivier à titre de membres suppléantes du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Anneus. C'est adopté. Et finalement, 60.01, autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021 relatif à l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je le propose appuyé par le conseiller Posé. C'est adopté. L'ordre du jour est épuisé à 20h15. Merci beaucoup à vous, M. Saint-Laurent, pour avoir fait la lecture de ce conseil. Merci aux équipes techniques qui rendent possible la diffusion en vidéoconférence et de nous soutenir comme ça et de permettre la démocratie à domicile. Merci à M. Lafont, ses équipes, l'équipe de direction de l'arrondissement pour leur éternel soutien dans les questions difficiles et pour faire fonctionner l'arrondissement, rien de moins que faire fonctionner l'arrondissement. Merci à mes collègues pour votre présence ce soir. C'est toujours apprécié de pouvoir compter sur vous. Je vous souhaite une très, très bonne fin de soirée et on se revoit le mois prochain.